Donc, un petit 10 secondes et on devrait être live. Lui, c'est comme un vrai régisseur, là, tu sais. Ça l'est? On est live, Mme Ashley. Alors, bonjour et bienvenue à cette réunion du comité de la résidence, jeudi le 10 juin à 8h30. Avant de débuter la réunion, je vais demander aux membres du comité de signaler leur présence. S'il vous plaît, Monsieur Lafleur, vous êtes présent? Daniel Lafleur présent. Pierre Leroux présent. Stéphane Sarrazin présent. Alors, nous avons aussi avec nous le directeur de la résidence de Prescott-Russell, M. Alex Gorman, et ainsi que le directeur des Comités unis de Prescott-Russell, M. Stéphane Parisien. Alors, bonjour tout le monde, et nous sommes à l'item numéro 2, qui est la mission, vision et valeur, et je vais demander à M. Gorman s'il veut bien nous lire ces items de façon abrégée. Merci. Pas de problème. Donc, la mission de la résidence Prescott-Russell est une maison spécialisée de soins de longue durée bilingue sous la direction des Comités unis de Prescott-Russell qui offre une gamme de soins personnalisés axés sur les besoins de la communauté et ça dans un milieu de vie sain et sécuritaire. Notre vision à la résidence est reconnue comme un modèle pour l'excellence des services dispensés par une équipe de professionnels et de partenaires qualifiés qui considèrent le bien-être et la sécurité des résidents comme le moteur de chacune de leurs décisions. Et les valeurs qui englobent ça sont l'excellence, l'empathie et l'engagement. Merci beaucoup, M. Gorman. Ouais. Alors, au paragraphe 3, nous avons la déclaration d'intérêt pécuniaire. Est-ce que j'entends quelqu'un qui a une déclaration? Personne. Alors, nous allons à l'item 4, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que nous avons des sujets à rajouter? Sinon, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé de M. Lafleur, appuyé par M. Sarrazin. Tous en faveur? Adopté. Paragraphe numéro 5, COVID-19 à 5.1, nous avons la vaccination. Je laisse la parole à M. Gorman. Oui, donc aujourd'hui, on a d'excellentes nouvelles en fait. On commence à voir là, vraiment la lumière au bout du tunnel grâce à la vaccination dans les maisons de soins de longue durée. Puis, on est extrêmement content d'annoncer que la résidence est considérée comme une maison de soins de longue durée à haut taux de vaccination. On a 72% de nos employés qui ont reçu leurs 2 doses. Il y en a encore quelques-uns qui sont en attente de leur 2e dose pour des raisons médicales. Puis, on a 97% de nos résidents qui ont reçu leurs 2 doses. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu les résidents qui n'ont pas encore reçu leur première dose, leur 2e dose, sont des résidents soit qui viennent d'arriver à la résidence, qui sont en attente de leur 2e dose ou qui ont tout simplement refusé de recevoir le vaccin. Puis, c'est ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui. On est extrêmement content de ça. Puis, ça apporte quand même plusieurs libertés par rapport, justement, plus de flexibilité pour nos résidents, plus de flexibilité pour le rapprochement social pour nos résidents. Donc, on va pouvoir en parler un peu plus là, au point 5.2 pour la directive numéro 3. Mais c'est l'annonce que je voulais faire aujourd'hui aux membres du comité. Merci beaucoup, M. Gorman. Je pense que c'est intéressant d'entendre les statistiques, surtout au niveau des résidents, un taux de 97%. Alors, au paragraphe, sous-paragraphe 5.2, c'est la directive 3. Je vous laisse la parole. Oui, donc c'est quand même important là, parce que justement, là, dû à la vaccination, il y a plusieurs changements qui se sont produits dans les maisons de soins de longue durée. La directive numéro 3, juste pour vous donner, là, juste pour vous rappeler là, que c'est vraiment une directive qui a été émise au début de la COVID. Puis c'est cette directive-là qu'on reçoit là, pratiquement à chaque semaine où est-ce qu'il y a des changements. Puis, je croyais que c'était important d'en parler aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de changements à cette directive-là. Donc, maintenant, là, comme vous pouvez le savoir, on avait parlé des isolations là, au dernier conseil. Puisque finalement, nos employés ont reçu leurs 2 doses, nous avons discontinué l'isolation de 14 jours pour les nouveaux résidents qui proviennent soit de la communauté ou de l'hôpital. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles pour nous.
c'est de bonnes nouvelles pour les résidents, c'est de bonnes nouvelles pour les familles, puis les nouveaux arrivants à la résidence. Donc, ça, on est extrêmement contents. Aussi, par rapport à la vaccination, les résidents ont maintenant plus de flexibilité par rapport au dîner communautaire, donc au dîner de façon sociale. Donc maintenant, là, les résidents peuvent être 4 personnes par table. On utilise encore un principe de cohorte, puisque s'il y a une éclosion, là maintenant, c'est seulement les résidents de la même unité qui vont être mis en isolation et non toute la bâtisse. Donc, il y a aussi ça qui est très, très positif. Donc, on voit beaucoup d'aspects, l'aspect social qui va revenir, là, qui revient là, à la résidence. Donc, on est extrêmement content de ça. Puis, les familles aussi. Nous avons aussi de bonnes nouvelles pour ce qui est des visites. Donc, maintenant, les visiteurs généraux peuvent venir visiter là, un membre de famille à la résidence. Donc, ça, c'est des très bonnes nouvelles. Donc, un résident là, à l'extérieur peut recevoir la visite d'un maximum d'un maximum de 4 personnes, donc 5 incluant le résident. Donc, encore une fois, l'aspect social revient. Puis, en date d'hier, en fait, les résidents peuvent maintenant participer à des absences qu'on appelle sociales, seulement si ces résidents ont eu leurs 2 doses, donc sont pleinement immunisés. Donc, il y a des familles là, qui peuvent venir chercher un résident pour aller justement là, aller à la maison dîner, aller chercher une crème glacée, prendre un café et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des bonnes nouvelles. On voit la lumière au bout du tunnel, puis on est extrêmement content d'annoncer ça au comité aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Sinon, nous allons passer au sous-article 5.3, le taux d'admission. Oui. Donc, pour le taux d'admission, on avait discuté là, au préalable qu'on gardait 22 lits libres. On a eu une rencontre avec le LIM, puis on a déterminé que la résidence là, pouvait diminuer son nombre de lits. Son nombre de lits là, qui est gardé à des fins d'isolation. Nous allons retourner au nombre de 12, donc on doit quand même garder des lits pour ce qui est des isolations, soit pour des gens qui refusent le vaccin lorsqu'ils arrivent à la résidence. S'il y a une admission à l'hôpital, puis la personne n'est pas pleinement vaccinée, elle doit quand même passer une isolation. Donc, on doit quand même se garder des chambres pour ça. Puis, il peut quand même y avoir une éclosion. Donc, une éclosion en ce moment, c'est 2 cas chez un résident, chez des employés, résidents-employés. Puis, on garde quand même le concept là, d'essayer de garder, s'il y a des cas positifs chez les résidents, on va les garder dans la même unité. Donc, ceci étant dit, nous allons devoir procéder à plus d'admissions. En ce moment aussi, le ministère des Soins de longue durée avait levé les restrictions pour ce qui était du taux d'admission selon le financement. Donc, habituellement, là, on devait maintenir un taux d'admission de 97 puisqu'il n'était pas le cas là, depuis le début de la pandémie. Toutefois, ce taux-là va être réadmis à la fin août. Donc, en ce moment, à 134 résidents, donc c'est notre but d'avoir 134 résidents pour le mois d'août. Nous serions à 91 du taux d'occupation. Puis, donc, on est en bonne voie là, pour atteindre ce 97 %-là d'ici la fin août. Puis vraiment se soumettre là, au taux d'admission, puis recevoir notre plein financement. Pour le mois de juin, c'était 70 %, le mois de juillet, 80 et le mois d'août, 90. Puis d'ici début septembre, on s'attend que le taux d'admission va être réinstauré à 97 %. Donc, on voulait juste faire part de cette directive-là, ce changement-là. On a un plan en place, le LIN est au courant, puis c'est ça, là, on va réadmettre des gens, puis ça va faire bien aussi à la liste d'attente. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? M. Corbin, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous avez un genre de support financier compte tenu là, le fait que vous étiez obligé de garder beaucoup plus de lits de libre au début?
Oui, tel que mentionné, on recevait un financement selon notre licence de lit de soins de longue durée, ce qui est 144. Donc, on recevait, peu importe le pourcentage d'occupation. Donc, comme j'ai mentionné habituellement, pour recevoir notre plein financement, on devait avoir un taux d'occupation de 97%, puis ça avait été levé pour justement là, répondre au risque là, d'avoir une éclosion de COVID-19. Donc oui, on reçoit notre plein financement, puis on reçoit aussi plusieurs subventions là, du ministère des Soins de longue durée pour justement là, répondre à ce besoin-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à l'item sécurité et amélioration de la qualité. Donc, à 6.1, rapport trimestriel sur la sécurité des résidents en date de mars et avril 2021. Donc, à 6.11, nous avons les indicateurs admission et départ. Alors, je vous laisse la parole, M. Gorman. Oui, pas de problème. Je voulais juste, là, pour ce qui est du tableau, à moins qu'il y ait des questions, là, je voulais vraiment qu'on porte notre attention sur le taux d'occupation, qui est à 82,15 %. Le taux d'occupation est basé sur 144 lits. Donc, même si on ferait rentrer 144 résidents, en ce moment, on serait quand même en voie d'accomplir notre plan d'être à 80 % pour le mois de juillet. Puis, c'est vraiment la remarque que je voulais faire, c'est que le 82 % est vraiment basé sur 144 lits et non là, sur les 134 lits qu'on veut garder. Donc, c'est vraiment la remarque que je voulais faire. Puis, je suis disponible s'il y a des questions par rapport au tableau du taux d'occupation pour le mois de mars et le mois d'avril. Si on monte un peu le tableau, M. Bertium, on voit que, monter le tableau, on voit la liste d'attente. Donc, pour le mois de mars 2021. Alors, essentiellement, j'imagine que maintenant que vous pouvez libérer des lits, vous allez pouvoir procéder à plusieurs admissions, comme vous aviez mentionné. Oui, exactement. On va pouvoir procéder à plusieurs admissions. Donc, dans les prochains mois, là, on va pouvoir admettre 12 résidents de plus, en plus de faire nos admissions habituelles là, qui sont souvent reliées à un décès d'un résident. Donc, on espère que ça va diminuer, mais écoutez, c'est pas pour rien que par 2025, il doit y avoir plus de lits de soins de longue durée. C'est un problème. Les listes d'attente, c'est un problème non seulement à la résidence, mais c'est un problème pour toutes les maisons de soins de longue durée. Il y a des choses aussi qui ont été faites par le ministère des Soins de longue durée qui font en sorte que peut-être qu'il y a eu un peu plus là, que les listes d'attente ont été augmentées. Je vais vous donner une mise en scène. C'est que les personnes qui étaient dans les hôpitaux et qui attendaient une maison de soins de longue durée, donc étaient transférées là, sans nécessairement avoir leur choix prioritaire pris en considération pour essayer de libérer les hôpitaux. Toutefois, même s'ils étaient transférés justement dans une maison de soins de longue durée, leur nom demeurait sur la liste d'attente en attendant de justement avoir l'opportunité d'être transférés à une maison de soins de longue durée qui était là, dans leur liste de choix. Donc ça fait en sorte que oui, les listes d'attente ont augmenté parce que là, il y a des noms qui se retrouvent à deux endroits. Donc, il y a une personne qui est placée dans une maison de soins de longue durée, mais qui est encore sur la liste d'attente prioritaire. Donc, l'inflation pourrait aussi être décrite par ce phénomène-là. Mais vraiment, là, on espère là, justement là, avec ces 12 places de plus que la résidence va pouvoir aider la communauté là, à justement là, diminuer cette liste d'attente-là. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons passer à 6.1.3, indicateur, 6.1.2, indicateur statistique des programmes de soins. Alors, les statistiques, ils sont là. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions face aux statistiques? Monsieur Gorman, je pense que vous étiez sur mute. Oui, ben, je voulais juste là, faire un point. On voit vraiment là, que
on n'a pas les statistiques là, du mois de décembre puis du mois de novembre là, en 2020, mais je me rappelle qu'il y avait quand même plusieurs incidents entre résidents puis résidents employés, donc des résidents qui pouvaient avoir plus de problèmes cognitifs justement par le manque de socialisation, par le manque d'activité, et ainsi de suite. Puis là, on peut voir là, justement, depuis que la vie sociale est de retour un peu plus, il y a beaucoup moins de comportements, donc beaucoup moins d'événements là, qui se produisent entre les résidents ou qui se produisent entre les résidents et un employé. Donc, c'est vraiment la remarque que je voulais faire là, pour ce qui était là, des statistiques du nursing, mais je suis ouvert, je suis disponible s'il y a des questions par rapport à ce tableau. Est-ce que ça va, messieurs? Si vous avez des questions, seulement me signaler. Ça va? Alors, nous allons procéder à 6.1.3, qui est indicateur de rendement, heure des préposés aux soins et services personnels. Oui, tel que mentionné lors du dernier comité, ce qui est important de se rappeler, c'est que nous avons 122 résidents. En ce moment, nous sommes staffés pour 144 résidents. Toutefois, on a quand même besoin de ces employés-là parce que oui, la charge de travail a augmenté un peu plus dû au fait que justement, là, il y avait des employés, on devait avoir un petit peu plus d'employés pour aider à nourrir, puis ainsi de suite. Mais je suis vraiment content parce que lorsqu'on regarde là, nécessairement les heures pour 122 résidents, donc pas 144, mais 122 résidents. Au niveau des préposés aux bénéficiaires, pour le mois d'avril, on serait à 87 heures non comblées. Puis pour le mois de mars, en fait, on serait à 0 heures non comblées pour 122 résidents. Donc vraiment, là, on parle de 4 préposés pour le quart de jour, 2 préposés pour le quart de soir, puis 1 préposé pour le quart de nuit. Donc, si on prend ça en considération, il y a beaucoup moins d'heures non comblées comme on peut voir là en ce moment. Donc, j'ai fait le calcul pour vous. Donc, ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Puis, encore une meilleure nouvelle, c'est que avec l'école CFEO, là, il y a environ là, une quinzaine de préposés qui graduent au mois de juin puis au mois de juillet. Puis, on a déjà fait l'embauche d'environ 6 de ces préposés-là. Donc, on est super content de ce programme-là. Puis, même en fait, là, on a commencé à tisser des liens avec la cité collégiale, puis l'école CFEO pour essayer de rapatrier une cohorte pour avoir un programme d'RPN à l'école CFEO. Donc, on trouve que justement, l'éducation, c'est vraiment l'item numéro 1 pour justement là, aider à embaucher. Puis ça va vraiment, pour nous, là, on pense que c'est une idée qui nous aiderait beaucoup parce qu'en ce moment, oui, on a de plus en plus de préposés avec le programme, mais là, on voit qu'il y a un manque au niveau des RPN. Donc, on essaie d'agir là-dessus, puis on est en contact avec la cité collégiale pour essayer de régler la situation. Puis ça réglerait non seulement la situation à la résidence, mais aussi dans la communauté dans Prescott Russell. Oh, merci, je suis contente d'entendre ça. Est-ce que vous avez des questions, messieurs? Sinon... peut-être une question, oui? Madame Ashley. Monsieur Gorman, je me demandais, tu sais, comme quand on avait eu à un moment donné de l'aide, je pense que c'était de la Croix-Rouge, tout ça, est-ce que ça l'a compensé un peu pour les personnes qui ne se présentaient pas au travail? Ben, ou c'était avant? Oui, ça c'était avant. Ça, c'était mois d'octobre, mois de novembre. Vraiment, là, maintenant, non, la Croix-Rouge, ça fait un bout qu'ils sont partis. Mais comme je dis, nous, là, qu'est-ce qui est vraiment bon comme indicateur, là, c'est que il y a 87 heures non comblées si on considère 122 résidents. Oui, la charge de travail est un peu plus imposante parce que justement, les employés, il y avait je vais vous donner un exemple, 2 résidents par table, habituellement sont 4. Donc, aider à nourrir, ça prend un peu plus d'employés parce que là, vraiment, on distance les employés. Pour les activités aussi, d'habitude, on était capable de faire des activités à 50 personnes. Là, on peut faire des activités maintenant à 25 personnes, mais avant, on pouvait seulement en faire à environ 5-6. Donc, c'est toutes des choses qui font en sorte que ça prend un peu plus de temps, on a besoin un peu plus d'employés. Mais lorsqu'on regarde les heures non comblées pour 122 résidents, c'est quand même le plus bas qu'on n'a jamais été. Là, en fait, depuis que moi, je suis acheté à la résidence Prescott Russell. Donc, je suis quand même très content que ça. Puis, on voit que le programme CFEO, pour nous, en tout cas, ça fonctionne. Puis, c'est un beau partenariat là, pour la résidence puis pour la communauté aussi. Merci pour l'info. Merci. Alors,
6.2, compte rendu des comités, on n'en a pas sur l'agenda comme tel. À votre micro, M. Gorman. Oui, il y a quelques comités, oui. Oui. Je vais les passer si vous voulez, là, je les ai juste ici. Donc, il y a un compte rendu du contrôle des infections le 27 avril. Ça, comme je vous ai dit, le contrôle des infections, maintenant, on fait le comité à chaque mois, dû à la COVID nécessairement, puis en partenariat aussi avec Marc Larivière qui travaille au niveau de la prévention des infections pour l'hôpital général d'Hawkesbury. Puis, il y a le compte rendu gestion de la douleur et des soins palliatifs, prévention des plaies. Il y a aussi le compte-rendu prévention, chute et contention, puis compte-rendu service pharmaceutique. Donc, si vous avez des questions pour les minutes des comités, je suis disponible à répondre à vos questions. Est-ce que les membres du comité ont des questions pour M. Gorman? Sinon, nous allons passer à l'item incident critique rapporté au MSSLD. Il n'y en a pas pour le mois de mars et avril, il n'y en a pas. OK. Donc, l'item 8, c'est autre sujet. Donc, à 8.1, nous avons le futur du bâtiment de la résidence situé au 10-20 boulevard Cartier-Hawkesbury. Oui. Donc, j'ai fait mes recherches un peu. J'ai discuté là, avec M. Pargin. J'ai discuté aussi avec Jérémy Bouchard là, qui pour les travaux publics. À ce point-ci, écoutez, c'est sûr que je sais qu'on avait discuté d'avoir un établissement qui logerait des gens pour aider justement aux soins de santé. C'est sûr que c'est une bonne chose. La seule chose, par contre, c'est que nous, ce qu'on a discuté, c'est que nous, on ferait un revenu par rapport à ça. Donc là, est-ce qu'on se ferait taxer comme étant privé? Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se pose la question aussi. Si on reste un édifice qui est à but non lucratif, qui ne paye pas de taxes non plus, mais là, ça fait maintenant 2 gros terrains dans la ville d'Hawkesbury qui ne payent pas de taxes nécessairement. Donc, là, je parle nécessairement de la nouvelle résidence puis de l'ancienne résidence. Est-ce que la solution, ça serait de vendre à quelqu'un de privé puis pour qu'il bâtisse des logis? On sait qu'il y a quand même une grosse crise de logement dans la région. Est-ce que ça serait ça la solution? Donc, c'est vraiment, c'est les recherches qu'on a faites, puis c'est les discussions qu'on a eues nécessairement. Puis là, je peux vous laisser là, discuter par rapport à ça. Mais c'est vraiment juste la remarque. Je sais qu'on avait vraiment discuté là, d'avoir des logis pour des travailleurs de la santé, mais ultimement, il faudrait les faire payer pour ça. Nous, dans le programme-là, on doit juste se charger de leur trouver un logis, mais il faut quand même qu'ils payent. Là, si on commence à faire compétition au secteur privé, là, il va falloir commencer nécessairement. On n'aura plus la même mission. C'est un peu ça que je voulais apporter. Donc, je vais vous laisser discuter. Oui, M. Leroux. Merci beaucoup. C'est moi qui ai amené le sujet à la dernière rencontre. Là. Juste pour clarifier, moi, je voyais pas nécessairement quelque chose qu'on louait l'espace, mais plus dans le sens qu'on travaillerait avec l'hôpital Hawkesbury, la province pour faire un centre d'entraînement ou que peut-être des cours plus intensifs ou que un programme où que le monde y vienne ici, puis une période de 6, 8, 12 semaines comparativement à 52 semaines ou quelque chose où que we could really concentrate on training for those key positions in our, in all of, I'll say Eastern Ontario, if you will, qu'il y a une pénurie. Je pense que M. Gorman a parlé tantôt que le programme avec le CO, puis on regarde à faire des améliorations avec la cité aussi. Il y a définitivement des manques à gagner, si tu veux, sur certaines positions dans tout l'Est ontarien. So, moi, je voyais ça juste simplement comme peut-être une opportunité de créer un engagement avec la province puis l'hôpital de Hawkesbury pour voir si on peut tourner l'hôpital de Hawkesbury dans un centre de training pour des postes clés.
Puis nous autres, dans notre cas, notre partenariat, ça serait vraiment juste de donner du logement à ces individus-là. Je ne veux pas compétitionner avec le privé, rien comme ça. Mais je pense que, tu sais, on a une opportunité to create some sustainability with positions that we desperately need. So, tu sais, vendre la bâtisse, c'est beau, on vend la bâtisse, on va avoir un revenu de taxe, mais c'est juste un petit morceau, tu sais, de taxation. Tu sais, ça va nous donner des fonds de revenus que peut-être on serait obligé d'investir plus que qu'est-ce qu'on va recevoir pour avoir l'entraînement dans la région. So, c'était juste pour, that's where my mindset was. Monsieur Sarrazin, est-ce que vous aviez des commentaires? Bien, je pense que, merci Mme Asselin, puis je pense que M. Leroux a des bonnes idées. Je pense que c'est un peu tôt, par contre, pour voir où est-ce qu'on s'enligne, mais je pense qu'en gardant ça dans nos pensées, c'est que oui, si on voit une opportunité, puis si on voit que des programmes qui prennent de l'ampleur, ça serait intéressant d'en discuter. Je pense que il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en dedans parce que là, on parle probablement 1 an et demi, si ce n'est pas 2 ans avant qu'on déménage tout. Donc, je pense que ça nous donne un petit peu de temps, mais oui, c'est de garder nos opportunités, puis regarder ça d'être proche. Puis M. Leroux a une excellente idée. Puis peut-être d'autres choses pourraient être rajoutées à ça, puis multiples usages pour le bâtiment. C'est quelque chose qu'on pourra suivre de mois en mois. Là. M. Lafleur, est-ce que vous avez certains commentaires? Merci, Mme Ashley. Vraiment, moi aussi, je trouve que c'est une bonne idée. Je suis Leroux. Mais encore, qu'on étudie toutes les possibilités. Je pense que ce serait bon également. C'est vraiment ça, là. Ouais. Oui, M. Leroux. Merci beaucoup. Oui, définitivement, c'est quelque chose qu'on regarde à long terme. Mais je pense que ce type de genre de programme-là, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend beaucoup de discussions à l'avance pour voir s'il y a une volonté des partenaires dans ce cas-là. Moi, peut-être la direction, c'est, si on veut faire une recommandation au conseil, c'est juste de donner une direction à l'administration, de commencer à faire des investigations, avoir des discussions avec la province puis avec l'hôpital de Hawkesbury pour voir s'il y a une volonté de leur côté, puis si oui, c'est quel type de programme que l'hôpital pourrait mettre en place, nous donnant une idée de quelle sorte de training, combien de gens qu'on possiblement regardait la situation-là. Comme M. Sarrazin dit, c'est une bâtisse. La bâtisse est assez grosse. Peut-être on a juste besoin de 10 chambres pour des étudiants. Peut-être on a besoin de 25 chambres, 30 chambres, on ne le sait pas. Mais je pense que si on veut être prêt pour le jour qu'on déménage, commence à faire des étapes aujourd'hui parce que sinon, si on attend une fois qu'on est proche à déménager, ça va prendre 1 an ou 2 avant qu'on se rende là. Moi, ma recommandation, ça serait simplement de amener le sujet à la table du conseil, faire une recommandation qu'on donne la direction à l'administration de commencer des pourparlers avec différentes organisations, voir s'il y a une volonté. S'il n'y a pas de volonté, parfait, on drop l'idée. Mais s'il y a de l'intérêt, ben là, on peut regarder plus en profond. Monsieur Parisien, est-ce que au niveau des bureaux administratifs des comtés unis de Prescott Russell, je sais que ça commence à être assez restreint. Alors, je ne sais pas si vous aviez toujours l'idée de peut-être faire du réaménagement ou quoi? Madame Asselin, compte tenu de la pandémie puis du fait que notre télétravail a vraiment bien fonctionné, on va poursuivre cette initiative-là avec le staff, de sorte que maintenant, là, excusez-moi, mais le real estate au niveau du bureau là, est devenu un petit peu overrated. Là, ça ne fera pas grand sens de s'embarquer dans un projet de rénovation ou de réfection de résidence là, avec ce qu'on a connu dans la dernière presque année et demie. Là. Ça fonctionne super bien, donc on va poursuivre ça. Fait que pour le moment, je vous dirais que non. We'll do with what we have. Sans compter qu'on a plusieurs autres projets d'infrastructure qui s'en viennent. Fait que moi, je serais inquiet
d'investir encore dans des projets comme celui-là s'il n'y a pas un revenu de l'autre côté. Donc, malgré le fait que ça peut sembler être une bonne idée là, de refaire tout ça avec l'hôpital, moi, je veux m'assurer au moins que c'est revenue neutral pour ne pas avoir une portion de la réquisition là, qui finance un projet comme ça. On a trop de choses à regarder à ce moment-ci. Mais je vais quand même laisser M. Gorman peut-être discuter avec l'hôpital, puis je pourrais me joindre à lui pour ce projet-là. Merci. Si on regarde ça comme revenu neutre, est-ce que vous pouvez toujours garder votre statut d'OSBL à ce moment-là? Si c'est une bâtisse qui appartient aux Comtés-Unis, ce n'est pas dans le but de faire de l'argent, oui. Si c'est dans le but de concurrencer avec le secteur privé, là, il faut faire une recherche, mais il est fort à parier qu'on va devenir une entité qui va devoir payer des taxes foncières. Okay. Juste peut-être pour vous signaler, à Hawkesbury, on est en pénurie de logements de façon très, très, très critique. Je peux vous dire, je suis au téléphone à tous les jours pour essayer d'encourager les développeurs à aller d'avant avec leurs plans, mais je peux vous dire qu'avec les coûts des matériaux, beaucoup des développements ont été mis on hold, si on a utilisé cette expression-là. Alors, on est à la recherche de toutes sortes de logements. D'abord, on a besoin probablement un hospice, un genre de shelter. On a besoin même du logement temporaire pour les nouveaux arrivants. Alors, on a besoin de toutes sortes de logements. On n'a même pas de chambre. On n'a absolument rien à offrir en ce moment. On est vraiment désespérés. Donc, si on peut au moins occuper une partie de la résidence avec des gens qui auraient au moins une chambre, un toit sur leur tête, ça l'aiderait énormément. Je vois difficilement que ça peut concurrencer avec le privé, pour la simple raison que le privé trouve que c'est financièrement très difficile de faire même du logement abordable. Alors, ce qui veut dire que le logement de l'abordable est hors de question. Logement qui serait subventionné est comme hors de question. Donc, en termes de ce qui est de concurrencer avec le privé, j'aurais peu d'inquiétude, mais j'ai absolument besoin d'un toit sous la tête des gens. On a des listes d'attente, on a des familles désespérées et je ne sais plus où les mettre. Vraiment, je suis rendue avec le rôle d'agent d'immeuble. Excusez-moi l'expression, mais les gens appellent à la mairie parce qu'ils sont désespérés et on n'a pas de place. On n'a vraiment pas de place. Oui, M. Lafleur? Mme Ashley, est-ce que vous, la ville d'Hawkesbury, ne serait pas intéressée d'acheter ce building-là, vu qu'il vous manque tant de logements que ça? Je vais vous dire honnêtement, c'est pas une question qui est venue au conseil, mais si je regarde juste le budget, je verrais difficilement que ça se fasse. Je dis pas non, mais je peux certainement l'amener au conseil. Madame la Présidente, est-ce que vous ne pensez pas avec un genre d'entente avec les Comtés-Unis, ça pourrait se faire? Plutôt se faire? Je pense que tout est possible. Je pense que c'est une option à explorer, certainement, parce qu'on est vraiment dans un état de désespoir. J'ai des gens qui téléphonent, qui pleurent au téléphone. Les gens sont désespérés. Il n'y a pas de place pour rester. Donc, certainement, je pense que
si on donne une directive au Conseil des comtés unis d'examiner c'est quoi les opportunités, je pense que d'avoir des discussions avec le Conseil de Hawkesbury, ça fait partie des opportunités à regarder. Oui, M. Sarrazin? Bien, je voulais peut-être juste rajouter que d'une façon ou d'une autre, que ce soit que le bâtiment soit pris en charge par une entreprise privée, ça va être une situation gagnante pour les gens de la région parce que si on regarde dans le passé, là, je vais donner quelques exemples. L'ancien hôpital général qui était transformé en foyer, en genre de résidence pour personnes âgées, puis le Holiday aussi. Donc, je pense que advenant qu'on aille ce route-là, qu'on le mette tout simplement en disposition, puis qu'un entrepreneur local achète ça pour faire des soins semblables, bien, veut pas, ça libère des appartements. Il y a des gens qui vont sortir de leurs appartements pour aller en résidence. Fait que ça va, d'une façon ou d'une autre, c'est sûr que c'est une formule gagnante. Puis je suis sûr qu'il va y avoir de l'intérêt du secteur privé parce que présentement, c'est pas pour les gens qui sont très vulnérables, puis en soins, là, comme je dirais, peut-être la dernière étape de leur vie. Peut-être que les bâtiments n'étaient pas excellents avec la ventilation, tout ça, mais pour des gens qui sont pas mal en meilleure santé, bien, ça pourrait très bien servir pour une résidence personnes âgées. Puis c'est sûr que ça crée des logements disponibles. Donc, je pense que d'une façon ou d'une autre, ça va être une situation gagnante pour notre région. Oui, je pense que ça aussi, c'est une belle option, M. Sarrazin, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en appartement, ils sont âgés, ils sont quand même très autonomes, mais puis il y en a qui demeurent encore dans des petites maisons, mais voudraient déménager dans des résidences pour personnes âgées. Alors ça aussi, ça serait une autre option. Donc, je pense qu'on a plusieurs options devant nous. Puis si ça peut aider à libérer soit des appartements, libérer soit des petites maisons, nous, ça soulagerait la pression immense qu'on a en ce moment. Non seulement ça, mais en plus d'avoir la désignation de communauté francophone accueillante pour les nouveaux arrivants, j'ai même pas de place pour les mettre, les nouveaux arrivants. Je suis obligée de les envoyer soit à L'Orignal, à Bentley-Kill, même là. Encore une fois, il n'y en a pas d'endroit. Alors, je pense que c'est certainement, au moins, on a des choix. C'est pas comme si on avait aucun choix avec cette résidence-là. Je pense qu'il y a plusieurs choix. Puis je pense que de donner la directive au Conseil des comtés unis de vérifier c'est quoi la demande, qui sait? Je veux dire, l'édifice est tellement grand, puis il y a tellement de potentiel qui peut être utilisé pour différentes choses aussi. En fait, M. Gorman, je voulais vous demander, la buanderie en bas, c'est quand même assez grand, n'est-ce pas? Oui, ça serait quand même un bel endroit là, pour une buanderie communautaire. Là. Oui, ça, il n'y aurait pas de problème. Parce que je ne sais pas où sont les plans d'affaires de la buanderie Cayen à Hawkesbury, mais parce que ça fait quand même assez longtemps qu'ils sont là, puis c'est rendu, l'édifice est quand même assez âgé. Qui sait? On ne sait pas, là, mais je peux juste dire que ça aussi, c'est une possibilité. Alors, de peut-être relocaliser cette place-là. Donc, je suis contente qu'on a pu partager ça et je vous remercie pour tous vos commentaires. Et puis, je pense que je vais laisser à M. Parisien de peut-être ramener ça à une réunion du comité plénier, possiblement, des comtés unis. Ben, écoutez, Mme Astley, moi, ce que je veux pas, je veux pas qu'on... Peut-être que oui, là, mais je pense qu'il faudrait, comme de notre côté, faire un peu de recherche pour pas qu'on ait une discussion qui tourne en rond là-dessus. Oui. Parce qu'on parle de choses, vous savez, on parle de logement. Avec le logement, normalement, il va venir une part où est-ce qu'il y a un manque à gagner. Puis là, encore une fois, je ne vais pas avoir de la négatif, là, mais je ne sais pas si les comtés unis vont avoir les reins pour s'engager dans du logement social, à moins qu'il y ait du financement à 100% de ce côté-là. We're starting to spread ourselves thin with all of our financial
obligations lately. Donc, je vais laisser M. Gorman faire une avancée du côté de l'hôpital. Et puis là, si on veut parler de logement social, je pense que là, si jamais cette avancée-là ne peut pas se concrétiser pour quelque raison que ce soit, je pense que là, on pourrait parler de logement, mais avec tout le conseil. Je pense que votre suggestion à ce moment-là serait excellente. OK. Mais je pense que aussi, ça vaudrait la peine d'explorer une résidence pour personnes âgées parce que là, ça libérerait certainement des logements à Hawkesbury. Donc, ça enlèverait ça aussi, la pression, qui voudrait dire une vente. Il ne faut pas oublier non plus que lorsqu'on a fait l'achat du terrain de M. Ravary, qu'en échange de ce terrain-là, M. Ravary a un droit de first refusal sur la vente potentielle de l'édifice existant et que ses plans à lui, selon les discussions qu'on a eues, seraient justement de bâtir une résidence. Donc, c'est peut-être ça une option où le conseil va aller accomplir ce qu'il veut sans nécessairement s'investir et se lier les mains. Je vous remercie beaucoup. En sachant ça, je pense que ça devrait être intéressant. Je vais vous laisser explorer ça avec M. Ravary et M. Gorman et M. Parisien avant de venir au conseil. Quand ça sera plus mûr, je pense que M. Parisien saura l'apporter au conseil à ce moment-là. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à l'item 8.2, provenance des résidents en date du 30 avril 2021. On a vu la liste d'attente. Mais on a vu les chiffres, mais on n'a pas vu vraiment la provenance, sauf dans le document comme tel. Alors, je ne sais pas si M. Berthiaume veut le mettre à l'écran. Merci. Donc, on a le graphique de la provenance des résidents en date du 30 avril 2021. Est-ce que vous avez des questions? Ben moi, c'est pas nécessairement des questions, mais c'est plus encore une remarque là, que. Oui, certainement. On voit qu'il y a une augmentation. Pas mal à chaque conseil, on voit qu'il y a une augmentation de provenance externe que les comtés unis. Puis ça, c'est une tendance qui m'inquiète un peu, mais on était analysé pour 224 lits pour la nouvelle résidence. Puis ça, c'est considérant les habitants, les gens qui habitent dans Prescott Russell. On n'a pas considéré nécessairement les gens qui proviennent d'Ottawa, Montréal, mais ainsi de suite. Donc, c'est juste quelque chose qu'on devrait garder à l'œil parce que qu'on pourrait apporter au ministère à un certain point si ça vient trop imposant. 14 %, c'est quand même une bonne partie. Là, on voit qu'il y a plusieurs villes, villages là, dans les comtés unis, Prescott Russell, qui ont un moins grand pourcentage que d'autres endroits. Donc, juste j'aimerais juste ça, puis ça, je vais m'en occuper. On va garder un œil là-dessus pour voir si ça vient trop imposant, puis de mentionner là, si le ministère a une solution pour ça. Parce qu'on voit vraiment que les gens quittent les villes pour se rendre en région. Puis on voit ce phénomène-là non seulement pour les gens qui appartiennent des maisons, les gens plus jeunes, mais on voit ce phénomène-là aussi pour des gens qui sont un peu plus âgés. Puis je pense que les statistiques parlent d'elles-mêmes en ce moment. Oui, je pense que ça fait du sens, M. Gorman. Oui, M. Leroux. Merci beaucoup, Madame Chair. Je ne sais pas, M. Gorman, si c'est possible, un petit peu plus d'analyse dans le sens que le 10 ou le 14 % qui vient de l'extérieur, si on est capable de figurer c'est quoi les raisonnements, pourquoi ils viennent. Parce que je me dis, c'est souvent, probablement, c'est le fait que les enfants sont dans Prescott Russell, ils vivent ici, alors ils veulent que leurs parents soient ici aussi. Je pense que quand une personne est rendue au point qu'il s'en aille à une maison de longue durée, c'est pas les enfants qui vont déménager ou que le parent, ça va être plutôt le contraire. So, oui, il y a un pourcentage définitivement qui s'en vient de l'extérieur, mais gut feeling, ça me dit, c'est probablement à cause les enfants sont ici. Je ne sais pas s'il y a une façon de figurer ça ou non, mais... Qu'est-ce que je pourrais faire, c'est que qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est qu'à l'admission, on pourrait poser la question lorsque les personnes viennent de l'extérieur. Juste avoir un ABCD, c'est quoi la raison pourquoi vous venez ici. On a tout le temps des contacts pour signer des contrats, puis ainsi de suite, avant l'arrivée d'une personne.
Donc, ça, je peux m'en occuper, puis je pourrais avoir là, un peu plus de données là-dessus au mois de septembre. Parfait. Merci beaucoup. Enfin. Oui, M. Sarrazin. Je veux juste mentionner que j'ai eu la chance d'envoyer un courriel récemment à le bureau de la ministre Fullerton parce que justement, quelques personnes, puis on le savait, tu sais, la discussion, on l'a eu, ça fait quand même quelques mois qu'on a eu, que des fois, je comprends pour eux, là, c'est des agences de placement, c'est une job journalière, mais il faut qu'ils soient un petit peu plus sensibles, ces gens-là qui placent les gens, parce que souvent, dans des cas, on a des gens qui pourraient être admis à la résidence Prescott Russell où ce que le conjoint ou la conjointe demeure à proximité à en dedans d'un kilomètre, ou ce qui pourrait être impliqué avec nos gens. Souvent, le conjoint viendrait, probablement deviendrait un membre du comité de la famille, deviendrait une personne aidante. Donc, je pense que ça serait important à envoyer ce message-là au ministre du Soin de longue durée à dire vraiment, il faut analyser ça de proche, puis il faut essayer de garder le plus possible les gens qui sont dans notre communauté, puis quand on sait qu'ils ont une personne, un conjoint, une conjointe qui seront très près, qui sont prêts à participer, je pense qu'on a eu la chance, M. Gorman, d'en discuter pour un dossier spécifique, mais je pense qu'ils sont à l'écoute, mais tu sais, comme toute autre chose, il y a tellement de demandes. J'imagine que c'est toute une job à essayer de la logistique de placer ces gens-là. Il y en a des milliers de gens qui attendent à travers de l'Ontario pour avoir des lits. Donc, j'imagine que c'est tout comment qu'on dirait ça? C'est tout un casse-tête, toute une logistique à mettre tout ça ensemble puis à avoir le meilleur scénario possible pour tous les gens. Si je peux rajouter un commentaire, c'est que ce qui m'inquiète un peu, c'est lors de l'ouverture de la nouvelle résidence. Étant donné qu'il va y avoir quand même la liste d'attente, est-ce que sur cette liste d'attente-là, est-ce qu'on va avoir notre 14 %, est-ce qu'il va être rendu à 25 ou 28 %? C'est ça qui m'inquiète un peu. Et puis qu'on laisse de côté certains des résidents de Prescott Russell. Ça m'inquiète énormément. Parce que j'imagine que sur votre liste d'attente que vous avez à 138 là, en ce moment, on ne sait pas où est la provenance de chacun de ces 138-là. Donc, quand la nouvelle résidence va ouvrir, mais c'est sûr que on va vouloir la remplir le plus rapidement possible. Donc, est-ce qu'on va se trouver dans une situation où ils vont trouver des gens de n'importe où, même du Québec, pour venir à la résidence Prescott Russell? Je ne sais pas si ça vous inquiète, M. Gorman. Moi, ce qui m'inquiète, c'est faut qu'on staffe notre résidence, puis on va ça va être un extrêmement gros défi. C'est sûr que ça peut être inquiétant parce que là, ça va créer un intérêt, il va y avoir un engouement autour de la nouvelle résidence. Mais comme M. Leroux mentionne, si c'est pour être à proximité de leur enfant ou de leur fournisseur de soins, ben là, à ce moment-là, c'est quand même très important, là, justement, pour garder une bonne vie sociale. Puis ça, on peut comprendre ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit garder en tête. Puis moi, je vais jeter un coup d'œil là-dessus, puis je peux regarder la liste d'attente pour voir, là, moi, je suis capable de voir la provenance. Tout en restant en confidentialité, on peut quand même en parler en général là, de la provenance des gens, puis justement là, de où ce qu'ils viennent. Mais ça, c'est quand même une très bonne remarque là, de M. Leroux. On va demander aux nouveaux arrivants, lorsqu'ils viennent de l'extérieur de Prescott Russell, pourquoi ils ont choisi la résidence Prescott Russell. Puis je pense que ça va nous donner de la bonne information. Ça va être une bonne caisse d'informations pour nous. Ça. Merci, M. Leroux. Merci beaucoup. Peut-être quelque chose d'autre, puis juste la façon qu'on regarde l'information, comme je vois sur la liste d'attente de 138 résidents, 51% viennent de Hawkesbury. Mais on ne sait pas nécessairement sont où placer le 51% versus le 14%. Comme si le 14% il est en bas de la liste, quand on va avoir les nouveaux lits, ça se peut que si le 51% il est tout à Hawkesbury, on va le remplir avec Hawkesbury au début.
So, il y a peut-être quelque chose à regarder là quand tu présentes les statistiques. Je ne sais pas si ça se fait pour dire, comme, where in the grid are they as far as où sont placés dans priorité, pour dire, OK, oui, il y a 14%, mais le 14%, il est vraiment, 70% bottom of the list, 80, 90, ou, je sais c'est difficile parce que c'est vraiment first come, first serve basis, ou par occasion, là, mais... Ouais, mais ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais mettre crisis puis non-crisis. Donc, les gens qui sont en crisis, habituellement, c'est des gens qui sont en communauté, qui ne sont pas à l'hôpital et qui ont absolument besoin d'aide parce qu'ils ne sont plus capables de vivre de façon indépendante. Ça, c'est des gens qui vont être mis en crisis. Puis oui, il y a des gens qui se mettent sur la liste. Il y a des gens qui se mettent sur la liste d'attente qui sont encore, en fait, qui sont indépendants, qui se mettent sur la liste d'attente en préparation. Pour prévoir, en préparation, parce que ça peut prendre de 2 à 3 ans. Donc, écoutez, je pense que je sais un peu là, comment je vais me diriger pour essayer d'avoir un peu plus d'informations plus explicites par rapport à ces données-là. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, donc le paragraphe 9, nous n'avons pas de huis clos. Nous sommes au paragraphe 10. La prochaine réunion se tiendra le 9 septembre 2021, si vous voulez le noter. Alors, s'il n'y a pas de commentaires ni de questions, nous sommes à l'ajournement. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Sarrazin, appuyé par M. Leroux. Tous en faveur? Alors, merci beaucoup. Merci pour votre participation et vos commentaires. Merci beaucoup, M. Gorman aussi, et M. Parisien. Alors, bonne journée à tous. Merci. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Alex, as-tu 2 secondes? Je peux t'appeler? Ah, il est parti déjà.